Très heureux de vous retrouver dans ce journal, dont voici les principaux titres. Les casques bleus risquent de quitter précipitamment leur base de Kidal. Cette décision serait motivée par des raisons sécuritaires selon l'organisation onusienne. Les détails dans cette édition. Le processus d'identification des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités suit son évolution. Le comité technique d'exécution du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités a organisé un atelier dans ce sens. La hiérarchie militaire annonce avoir neutralisé ce lundi une position terroriste aux environs de la ville de Tessalit. Les détails dans un instant. Bienvenue aux informations sur la télé totalement vôtre. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a organisé ce mardi l'atelier préparatoire de l'opération d'identification des agents des fonctions publiques et des collectivités territoriales. Tenu au Centre international de conférence de Bamako, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités. Compte rendu Umugaku Mantala Ouattara. Initié par le gouvernement à travers le ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, cet atelier sera d'une grande utilité dans la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités. Un projet gouvernemental dont l'objectif est de maîtriser les effectifs des agents évoluant dans la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Le gouvernement a décidé de mettre en place un système intégré de gestion des ressources humaines qui intègre les données du RAVEC. Et l'objectif, c'est d'arriver à la maîtrise des effectifs des agents de l'État et des collectivités territoriales. Profitant de cet atelier, le comité technique d'exécution du projet SIGRH a évoqué les difficultés auxquelles les fonctions publiques et les collectivités territoriales sont confrontées en matière de gestion des ressources humaines. L'absence de fichiers actualisés pour la gestion des ressources humaines, l'absence d'interconnexion entre les différentes structures en charge des ressources humaines, il y a l'absence de fichiers uniques pour le traitement des salaires des agents des collectivités territoriales. Pour mener à bien ce projet, il est crucial de passer par plusieurs phases, dont la phase de recensement à laquelle vous avez été pleinement associés. Cette phase nous a permis de disposer des données importantes sur les ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. À présent, nous nous apprêtons à entamer la seconde phase de ce projet consacrée à la phase d'identification. Il s'agit d'une phase cruciale qui va déterminer le couronnement de ce projet que les hautes autorités de notre pays ont voulu comme un projet typiquement malien, conçu par les Maliens, mise en œuvre par les Maliens. Le projet du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités arrive à terme en février 2024. L'Association malienne des sourds, en collaboration avec la Fédération malienne des personnes handicapées, FEMAF, a organisé ce lundi une conférence sur la problématique de la surdité au Mali. Tenue dans les locaux de la FEMAF, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale des personnes sourdes et la Journée internationale des langues des signes. Le point avec Bakari Msidibé. La surdité est un problème réel au Mali, d'autant plus que le nombre exact des personnes sourdes n'est pas connu, encore moins l'existence d'une vraie politique pour leur prise en charge. Cette conférence a permis d'exposer aux participants les difficultés dont est confrontée cette communauté. Une conférence sur la surdité, essayer d'édifier nos partenaires et les jeunes élèves parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que la surdité. Et aussi, on a aussi compris qu'il ne faut pas acheter les prothèses audio qu'on met dans les oreilles, n'importe quel appareil. Il faut se référer aux spécialistes. Donc nous, cette conférence, c'est dans le but de lever tout ce qui est obstacle lié à la surdité. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle stratégie il faut développer ensemble avec les services ORL pour qu'on puisse parvenir à cela.
Quant aux partenaires, ils ont salué cette initiative d'Amassour et l'ont rassuré de leur accompagnement. Je sors de cette conférence avec un enseignement. Nous en tant que consommateurs, nous devons apprendre à faire la part entre les amplificateurs qui sont vendus sur le marché et les prothèses auditives. Les prothèses auditives sont des trucs spécifiques qui ne se trouvent pas sur le marché. Leur port passe par une consultation poussée et par des spécialistes. Il y a la loi sur les handicaps qui a été votée en 2018, qui est une grosse avancée, mais cette loi mérite d'être revue pour essayer de prendre en charge certains problèmes spécifiques que rencontrent les sourds au Mali. Selon l'Amassour, près de 48 000 enfants naissent avec la surdité par an au Mali. C'est pourquoi elle interpelle les autorités pour la prise en charge et l'amélioration des conditions de vie des personnes sourdes. Tout ce qui est service de base au Mali n'est pas accessible à cette communauté. Je prends exemple la télévision. Chaque soir, les journaux télévisés, il n'y a pas d'interprète en langue des signes. Les informations ne sont pas sous-titrées normalement. Donc, alors que la constitution malienne dit que tous les citoyens maliens naissent libres, égaux en droit et en devoir. Donc, à travers cette conférence aussi, nous souhaiterons lever cette barrière-là, expliquer à nos autorités qu'il va falloir prendre en compte cette couche qui a vraiment un problème réel de communication, un problème réel d'accessibilité aux services de base. L'Association malienne des sourds, dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale des personnes sourdes, prévoit plusieurs autres activités de sensibilisation et d'information sur la surdité. En période de crise ou d'insécurité, les femmes et les enfants sont les premières victimes. Afin de venir en aide à ces victimes, l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, en partenariat avec d'autres ONG et structures du même domaine, a organisé des journées de mobilisation et de réflexion sur l'application de la résolution 1325 dans le contexte malien, les défis et les perspectives. Ces journées qui se tiennent les 17 et 18 octobre 2023 visent à élaborer une stratégie de plaidoyer en faveur des groupes cibles de la résolution. Compte rendu et Mafifa Menounawan, Zakaria Oumar Keita. L'agenda Femmes, Paix et Sécurité est constitué d'un ensemble de 10 résolutions, dont la résolution 1325. Axée sur 4 piliers, elle réclame la protection des femmes et des filles contre les actes de violence pendant les conflits armés ainsi que leur participation au processus de la paix. Les graves violations des droits des femmes ont été commises sous toutes ses formes sur l'étendue du territoire national. D'énormes efforts doivent être consentis pour le respect des droits des femmes et des enfants. C'est ainsi que APROFEM, en tant que point focal genre au sein du consortium, a initié plusieurs activités en synergie avec les autres organisations sur la mise en œuvre de la 1325 au niveau national et local. Durant 2 jours, les acteurs étatiques et les ONG vont échanger pour mieux connaître l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et mieux comprendre la résolution 1325 afin d'élaborer un document de plaidoyer. De faire en sorte que ces organisations de la société civile qui militent tout le temps sur le terrain prennent plus connaissance de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et qu'elles le prennent aussi en compte dans leur action de tous les jours. Nous allons également tenter de faire en sorte que nous connaissions les instruments et les mécanismes qui existent relativement à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et nous allons finir nos travaux par l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer qui prendra en compte des défis majeurs que nous allons identifier. Environ une trentaine de participants, tous évoluant dans le domaine de la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant, participent à cette rencontre. La rentrée solennelle de l'année 2023-2024 de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School a eu lieu ce mardi 17 octobre 2023. L'occasion a été saisie par le corps professoral de remercier les parents pour leur effort et le directeur général de l'Institut d'encourager les étudiants. Amadou Diarra, compte rendu. Cette cérémonie de rentrée solennelle marque le début de l'année universitaire 2023-2024 à l'Institut supérieur de commerce ISC Business School. Profitant de l'occasion, le corps professoral a présenté l'Institut, les activités menées en son sein et remercié les parents des étudiants pour leur confiance.
qui ont accepté de faire venir ces étudiants vers nous. Merci aux parents. Aujourd'hui, nous avons une étudiante modèle, exemplaire, qui devrait être en France ou aux États-Unis, mais qui a choisi d'être à IEC Business School. Applaudissez s'il vous plaît. C'est la première au baccalauréat session 2023 en littérature venant du lycée Les Castors. Mademoiselle Didé. Quant au directeur général de l'ISC Business School, Racine Cham, il a profité de l'occasion. Si vous voulez être président de la République, ça se passe maintenant. Si vous voulez être directeur, directrice d'une grande entreprise de banque, ça se passe maintenant. Nous, on ne ferme pas des médiocres ici. Mais maintenant, même les meilleurs ont des difficultés. Heureusement pour ISC, depuis 10 ans, je touche du bois, on a très peu de difficultés à insérer nos étudiants. Nous, on a très peu d'étudiants qui reviennent 3 ans après et à ISC, on n'a pas trouvé du boulot. Moi, j'en vois presque pas. Parce qu'on les forme de telle manière que ceux qui vont en stage sont retenus. Tu n'as pas une seule grande entreprise au Mali, de UBA à Ecobank, où il n'y a pas ISC, à Orange Mali, où il n'y a pas des étudiants ISC qui sont insérés. Il est à noter que l'Institut supérieur de commerce, ISC Business School, est un partenaire de l'établissement Marif de Turquie et offre de multiples choix de formation aux étudiants. L'ONG Association Jeunesse Action Mali, AGA Mali, a lancé officiellement ce mardi 17 octobre 2023 à Bamako son projet de formation de promotion de l'employabilité et d'insertion professionnelle des personnes déplacées et des jeunes défavorisés. Ce nouveau projet se fixe comme objectif d'améliorer les conditions de vie et de promouvoir l'employabilité des jeunes déplacés internes et les aides ménagères présents dans les communes 5 et 6 du district de Bamako et de la commune rurale de Baguineda. C'est ce que nous dit notre reporter Lassine Diakité. Suivons les détails. Ce nouveau projet de l'AGA Mali se veut un outil d'inclusion et de lutte contre la pauvreté de par ses actions et ses groupes cibles, notamment les jeunes sans qualification, les jeunes déplacés internes et les aides ménagères. Ce projet est le fruit d'un partenariat fécond entre BMZ et Terre des Hommes Suisses. Et il se veut novateur de par son approche et surtout le choix de ses groupes cibles. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que ce présent projet s'inscrit en droite ligne des priorités nationales en ce qui concerne l'accès à l'emploi et surtout à l'auto-emploi pour les jeunes qui constituent une frange majoritaire de notre population. Financé par BMZ, ce projet vise à former 500 jeunes dans les métiers artisanaux et agro-silvopastoraux. Cette formation professionnelle sera combinée avec des diverses formations complémentaires. Le choix des récipiendaires de cette formation s'est fait à travers un critère bien défini. 500 jeunes doivent bénéficier de ce projet, dont 200 jeunes déplacés, 100 hommes, 100 femmes, 100 aides ménagères et 100 jeunes défavorisés, dont 100 dans 2 communes de Bamako, 5 et 6, et 100 à Baguineda. Ça, c'est les 500 jeunes qui vont bénéficier de ce projet dans 8 corps de métiers, dont l'aviculture, le maraîchage, la transformation agroalimentaire, la restauration, la construction métallique et la mécanique auto. L'initiative a été vivement saluée par le maire de la commune 5 du district de Bamako. Il a invité l'ensemble des participants à suivre la formation avec intérêt pour assurer leur autonomisation socio-économique. Je félicite AGA Mali par rapport à tout ce que l'ONG fait auprès de la population, en tout cas ce qui concerne la rive droite, pour les jeunes filles et tous ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité. Et nous allons remercier tout le monde et nous allons demander aux jeunes et aux jeunes filles de serrer les ceintures et de prendre ça avec beaucoup de courage pour que l'objectif visé puisse être atteint. À noter que ce projet va s'étaler sur 3 ans, de septembre 2023 à août 2026.
Actualité à l'intérieur du pays, le comité syndical de l'hôpital régional de Gao a organisé ce lundi 16 octobre 2023 un sit-in devant l'hôpital pour dénoncer le manque d'électricité. Selon le syndicat, cette situation impacte négativement les conditions de travail du personnel. Suivons ensemble ces quelques propos recueillis par Abdul Nassir Idrissa et Seibou Amida. Prévu avant le 31 décembre 2020. Cette manifestation a été décidée suite à une assemblée générale organisée par l'ensemble des travailleurs de l'hôpital concernant la problématique de l'électricité à l'hôpital. Le problème d'électricité a commencé à l'hôpital depuis février 2023 et depuis cela on est confronté à des délaissages. 4 heures de temps dans la journée jusqu'à aujourd'hui, là où on est à des délaissages d'à plus de 16 heures de temps dans la journée. Cela veut dire que l'hôpital est fourni en électricité juste les temps où l'EDEM nous donne l'électricité. Sinon on est confronté à un problème, le groupe est là, mais on est confronté à un problème de gasoil. Le gasoil vient en compte-gouttes, aujourd'hui on a l'électricité, demain on n'a pas l'électricité. Et difficilement les gens travaillent. Parce que tu es obligé de faire tes consultations rapidement avant que le courant ne se coupe à midi. Et à partir de midi, tu travailles dans l'obscurité et dans la chaleur. Voilà, c'est difficile pour un agent de santé, un médecin, de réfléchir avec le stress de la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Bon, nous avons bénéficié des soutiens de l'ensemble de la population de Gao, en particulier les opérateurs économiques, qui nous ont quand même fourni des dons et des particuliers qui ont voulu vraiment aider l'hôpital. Mais c'est là vraiment, et les CICR aussi qui fournissent une aide en ce qui concerne les gasoils. Et vu que les difficultés sont là, ils ont décidé même de nous donner un générateur de 64 caviar, mais qui ne règle pas le problème. Parce qu'on a constaté que le problème de l'hôpital, ce n'est pas seulement les gasoils. Même si on a des milliers et des milliers de barriques de gasoil, ça va finir un jour. Mais l'hôpital a besoin d'électricité 24 heures sur 24. L'appel à lancer, c'est à l'endroit des personnalités de cette région, pour leur dire que l'hôpital aujourd'hui est un patrimoine. Et en ce qui concerne la santé, à Gao, si l'hôpital ne marche pas, rien ne marche. On peut tourner aller vers les CESCOM, on peut tourner aller vers les CCRF, mais vous allez finir par l'hôpital. Parce que c'est des structures de santé qui sont limitées dans la prise en charge. Parce qu'ils seront obligés de référer les urgences qui leur dépassent. Mais si ces gens reviennent à l'hôpital et qu'il y a des difficultés, c'est compliqué de pouvoir faire la prise en charge. Parce qu'à partir de midi, il n'y a plus d'électricité. Voilà. Et au gouverneur aussi, de lui dire de fournir des efforts pour nous donner l'électricité. Tout ce que nous on demande, c'est que l'hôpital soit sur l'EDM 24 heures sur 24. Parce que le problème de gasoil ne peut pas résoudre notre problème d'électricité. Et dans les jours à venir, on va faire une lettre qu'on va adresser au gouverneur pour lui informer de ces sittings qui viennent de se passer et que si d'ici vendredi, il n'y a pas de solution, on va organiser une marche pacifique la semaine prochaine. Et si malgré tout ce qu'on fait et qu'il n'y a pas de solution, nous serons obligés d'aller vers un arrêt de travail. Parce qu'on ne peut pas continuer à voir nos malades agoniser et mourir devant nous sans pourtant être à mesure de pouvoir faire quelque chose faute d'électricité. Dans un communiqué, la mission onusienne a déclaré qu'elle pourra quitter Kidal plus tôt que prévu. Et pour cause, elle dit déplorer que son camp militaire a été utilisé pour lancer des obus sur des positions des groupes armés terroristes qui tentaient d'empêcher à un aéronef non onusien d'atterrir à l'aérodrome de Tessalit. Gabriel Keita. Prévu avant le 31 décembre 2023, date limite fixée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le retrait de l'aménagement du Mali. La tournure des choses risque de bouleverser le calendrier convenu entre Bamako et l'ONU. Lundi 16 octobre 2023, dans un climat de haute tension, la MINUSMA a entamé le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal, en commençant par Tissalit et Agerlog, à raison de la détérioration rapide des conditions de sécurité pour la vie de centaines de soldats de la paix, comme en témoigne l'échange de tirs hier à Tissalit. La mission fait tout son possible pour achever ce processus dès que possible, y compris si nécessaire en accélérant son retrait du camp de Kidal, prévu à l'origine pour mi-novembre, révèle la mission onusienne. Pour ce faire, elle prévoit des vols de l'armée de l'air tchadienne
qui rapatrieront une partie des troupes du contingent tchadien de la MINUSMA. La MINUSMA doit également détruire ou au moins désactiver ou mettre hors service conformément aux règles et procédures des Nations Unies les équipements sensibles qui ne peuvent être rapatriés en raison du blocage à Gao. Depuis le 24 décembre, des mouvements des convois logistiques qui devaient évacuer ces équipements d'Aguelok, de Kidal et de Tissalita préviennent-elles. La mission appelle toutes les parties concernées à faciliter leur départ en toute sécurité. Elle demande instantanément à tous d'éviter toute action ou déclaration qui pourrait mettre en danger son personnel et ses installations jusqu'à ce que le processus soit achevé. Du côté des FAMA, la hiérarchie militaire annonce avoir neutralisé ce lundi une position terroriste aux environs de la ville de Tissalit. Ces assaillants tentaient d'empêcher l'atterrissage d'un aéronef des forces armées maliennes. Oumar Kouita, commentaire. Dans le cadre de l'occupation des emprises onusiennes, les forces armées maliennes poursuivent normalement leur progression vers les villes de Kidala, Aguelok et Tissalita. Pour les 2 dernières, l'armée est déjà présente avec des troupes aéroportées. Cette décision de la hiérarchie militaire vise à renforcer les effectifs présents à Tissalita et Aguelok avant le départ des éléments de la MINUSMA. Selon un communiqué de la DIRPA, des tirs à l'arme lourde des groupes terroristes ont visé lundi 16 octobre un aéronef des FAMA à l'approche de l'aéroport de Tissalita. Cette tentative visait à empêcher l'aéronef d'atterrir à l'aéroport de Tissalita. Ces positions ennemies ont été neutralisées par nos vecteurs aériens et l'aéronef a pu atterrir et repartir sans difficulté, rassure la hiérarchie. La hiérarchie rassure que toutes les dispositions sont prises pour continuer le processus d'occupation des emprises de la MINUSMA par les FAMA. Cette situation était prévisible car les groupes armés terroristes avaient annoncé le verrouillage de toutes les voies qui mènent vers Kidala, Tissalita et Aguelok et que les aérodromes de Kidala et Tissalita sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Seulement, en prenant cette décision, les terroristes avaient oublié que les réalités d'hier sont différentes de celles d'aujourd'hui. Désormais, c'est plutôt l'armée malienne qui décide et non des bandits armés. Si le bilan n'est pas encore connu, des sources locales font état de plusieurs véhicules et occupants calcinés lors des frappes aux environs de Tissalita. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.